dans l'épisode précédent. Bisous bisous. Hey, t'es revenu? C'est que ça t'a plu alors, hein? Que tu m'as mis un petit like. Bon, donc dans l'épisode précédent, on a vu tout ce qui a trait à la pré-production, de manière un peu sommaire, et très dense. Mais toutes les notions sont présentes pour attaquer la production sereinement. Et si tu l'as pas vu, description! Donc on a écrit un scénario, on a fait les chara design, on a fait les light script, color script, et on a fait tout le storyboard. Donc du coup, on est paré pour attaquer la production. Donc je vous ai dit dans l'ancienne vidéo que la production consistait à la création de toutes les images que vous allez voir au cinéma. Et donc pour créer ces images, il va y avoir plein d'étapes. Et cette première étape va donc être la création des assets. Donc les assets sont tous les éléments qui vont servir dans le film, que ce soit les personnages, les décors ou les objets. En fait, on pourrait presque comparer ça à un spectacle de marionnettes. On va venir sculpter, peindre et attacher les mécanismes sur chaque décor, chaque personnage, chaque objet, afin de pouvoir les animer et les faire bouger à chaque fois qu'on en a besoin. Et bien dans un film d'animation, c'est exactement pareil que dans un spectacle de marionnettes. On va devoir créer chaque élément du film, chaque asset, pour ensuite venir utiliser ces assets à chaque fois qu'on en a besoin. Donc la création des assets, c'est un gros morceau et on va diviser ça en deux vidéos. Donc dans cette première vidéo, on va voir la modélisation, les UV, le texturing et le shader. Toutes ces notions-là, on va les voir les unes après les autres. Panique pas, maman. Et la seconde vidéo, on s'attardera plus sur tout ce qui est rig et chara FX. Bon, attaquons donc un asset, avec la première étape, la modélisation. Donc on a vu dans la dernière vidéo que tous les éléments du film ont été designés, les décors, les personnages et les objets. Et donc maintenant, pour un film d'animation, il va falloir les créer en 3D. Et pour cela, on va devoir faire ce qu'on appelle une modélisation. La modélisation est le fait de venir sculpter les assets. Tous les éléments du film vont devoir être modelés, que ce soit les personnages, les décors ou les objets. Donc le travail du modeleur est la suite directe du travail de design. Il va donc utiliser les turnarounds qui ont été préparés en amont et s'atteler à les recréer en 3D de la manière la plus fidèle à ce qui a été décidé lors des recherches graphiques. Alors, lors d'une production d'un film d'animation, on utilise énormément de logiciels. Et donc, voici le premier logiciel, le plus utilisé en production, mais le plus détesté, le mal-aimé des logiciels de 3D, celui que tout le monde sait utiliser, mais que personne n'aime, Autodesk Maya. Alors, c'est donc avec ce soft, entre autres, qu'on va venir modéliser tous nos assets. Alors ici, je vais vous parler de modélisation dite polygonale, car c'est la plus utilisée dans toutes les productions. Il existe d'autres styles de modélisation, par exemple le NURBS, ou la subdivision de surface. Paix à ton âme. Alors comment se déroule une modélisation dite polygonale? Alors une modélisation polygonale n'est ni plus ni moins qu'un ensemble de points dans l'espace, reliés entre elles par des edges. Tous ces edges forment des faces, et ces faces forment un mesh. Edge c'est arête pour les anglais. On appellera donc le regroupement de ces faces et ces edges le maillage du mesh. Et en polygonal, il n'existe pas de courbe, ce ne sont que des lignes droites. Par exemple, là vous voyez une sphère, mais en fait en polygonal, il s'agit juste d'une succession de droites. C'est ce qu'on appelle la division d'un objet. Donc plus cette division est élevée, et plus l'objet va être précis, et plus il va comporter de détails. Et surtout, il est important de garder ce qu'on appelle un bon polygon flow. C'est-à-dire une bonne répartition de tous les polygones sur le mesh, qu'elles soient pas trop légères et pas trop lourdes. Et un maillage qui reste cohérent par rapport au modèle, qui suive bien ses lignes de force. Par exemple, pour un personnage, on va bien faire attention à suivre les lignes de l'anatomie, afin que plus tard, quand il sera amené à être déformé, ça se déforme de manière cohérente. Bon, ça c'est un peu de la merde, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Ouais, donc en gros pour un maillage, ça c'est bon, ça c'est de la merde. Donc Maya est un logiciel très polyvalent, il va servir à toutes les étapes de la production. Notamment en modélisation, où il va être très pratique pour faire tout ce qui est modélisation dite non organique. On peut l'utiliser pour de l'organique, mais c'est moins évident. Car dans Maya, vous extrudez des faces, vous arrondissez des angles, vous reliez des faces entre elles, etc. etc. Mais surtout, ce qu'il y a dans Maya, c'est que le modeleur va travailler directement sur le maillage, et va lui-même créer le maillage dont il a besoin, et un maillage cohérent avec les futures déformations que va avoir le personnage. Ah, j'ai pas encore parlé des déformations là. Oui, car comme je l'ai dit plus tôt, la plupart de ces objets vont être amenés à être déformés plus tard. Donc un exemple de déformation, par exemple, pour un personnage comme ça va être le moment où il va commencer à marcher. Le mesh va devoir se déformer pour faire marcher le personnage. Une partie qui sera déformable, mettons un coude, il aura besoin de beaucoup plus de division qu'un truc qui n'est pas déformable, comme par exemple une planche. Du coup, le modeleur va devoir réfléchir à son maillage en fonction des futures déformations qui vont affecter son modèle. Mais il existe d'autres softs de modélisation que Maya. Des softs beaucoup plus... Des softs qui se foutent du maillage. Car eux, leur technique, c'est de venir blinder un max le mesh en polygone afin de plus tard venir pouvoir le sculpter vraiment à la manière d'un sculpteur. En venant creuser l'objet, en lui enlevant de la matière, en lui rajoutant de la matière. Ce style de modélisation s'apparente plus à de la sculpture manuelle. On pourrait vraiment plus comparer ça à un sculpteur dans son atelier qui travaille l'argile. Et du coup, cette technique de modélisation est beaucoup plus utilisée pour tout ce qui est modé dite organique. C'est-à-dire de la modé
de personnages, de plantes comme des arbres, etc. Donc le plus connu de ces logiciels-là, c'est ZBrush. ZBrush va vous permettre de créer un modèle extrêmement précis avec énormément de détails. On peut même aller jusqu'à du grain de peau, des écailles, etc. etc. Mais le petit problème de ce genre de logiciel, c'est qu'il blinde un maximum de polygones, et c'est complètement inutilisable dans une prod. Du coup, une fois que le modèle sera fait sur ZBrush, on va devoir le récupérer et venir redessiner par-dessus son maillage afin de faire un modèle beaucoup plus léger, beaucoup plus utilisable pour la suite de la production. Car aussi le maillage que sur ZBrush, en plus d'être lourd, est complètement inexploitable en termes de déformation. Donc là, si vous m'avez suivi, vous allez peut-être me dire « Oui, si tu baisses le niveau de division, bah tu vas perdre du détail, etc. » Bah c'est pas faux, mais pas de panique, les détails faits dans ZBrush, on pourra les récupérer plus tard avec d'autres techniques que je vous expliquerai dans d'autres vidéos. Car dans le rendu final, il n'y a pas que la division du mesh qui va faire sa précision. Donc à ce stade, on a une modé. C'est bien, mais c'est gris. Alors oui, à cette étape, il y en avait peut-être qui s'attendaient à m'entendre dire bah tu prends ton objet et tu le peins, wesh. Eh ben non, il y a une petite étape intermédiaire, entre la modé et la peinture. Un domaine formidable, mais très sous-estimé, le mal-aimé des chaînes de production, avec le skinning, le dépliage des UV. Alors déjà, les UV... Qu'est-ce que c'est, Ali? Mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, les UV sont les coordonnées 2D, U et V d'un modèle 3D. Voilà, ciao, bisous, ciao. Ils sont cons un peu. Bon non, prenons un visage. Donc à l'image des patrons de cubes qu'on faisait à la primaire, on va venir prendre le visage et le déplier sur une feuille complètement plate, et venir ensuite peindre cette feuille. Une fois que cette feuille sera peinte, on va venir la replaquer sur le visage, et donc donner sa couleur au visage. Donc je vous ai fait un petit exemple avec un cube. On prend le cube, on le déplie, on peint, on le replie, et voilà! Bon, c'est court, c'est chiant, mais il faut bien en parler. Hein. Et donc maintenant, ça nous amène enfin à la fameuse partie texturing et shading. Oh, texturing et shading, C'est du lourd. lourd! Donc on vient de voir comment on dépliait une planche d'UV. La première étape va donc être de venir peindre cette planche d'UV. Et donc on va demander à un textureur de venir peindre cette planche d'UV pour lui donner de la couleur. Mais pas que! Oui, parce que la texture, ça peut paraître simple dit comme ça, mais c'est bien plus compliqué que ça. Car le textureur va devoir faire ce qu'on appelle des maps. Et la couleur, c'est qu'une de ces nombreuses maps. Ah, les maps, c'est chaud quand même. Hein. Bon, on va d'abord commencer par expliquer un shader. Gardez le mot map dans son coin de la tête. On reviendra dessus. Donc le shader, c'est le matériau du mesh. La manière dont le mesh va interagir avec la lumière et avec son environnement. Pour schématiser, est-ce que cet objet est plutôt en plastique, en pierre, en or, en métal? Or et métal, c'est quand même la même chose au final. Eh bien, c'est au shader qu'on va décider ça, avec différents réglages, comme par exemple la réflexion, la transparence, la diffuse, la spéculaire, etc. etc. Et là, j'ai dit spéculaire. Bon, la spéculaire fait partie des 3 zones de lumière. En gros, sur une sphère, vous avez d'abord l'ambiante, ensuite vous allez avoir la diffuse, qui va être la lumière qui va être appliquée sur l'objet et lui donner son volume, et enfin vous avez la spéculaire qui est cette accroche de lumière que vous voyez sur l'objet. La spéculaire, c'est en fait la réflexion de l'objet, c'est l'instant dosette. Et il faut savoir que dans le monde réel de la vérité véritable, tous les objets reflètent. Même cette dosette à café. Sauf que contrairement à du métal, cette dosette à café reflète de manière très douce et floue. C'est-à-dire que là, la petite accroche de lumière que vous voyez, eh bien en fait il s'agit de la spéculaire, donc de la réflexion du spot que vous voyez là qui est en train de m'éclairer. Je vois plus rien, j'ai regardé le spot droit dans les yeux, je suis aveugle. Elle peut être nette et dure comme sur du métal, ou plutôt douce et diffuse comme sur du plastique. On règle tous ces attributs donc globalement dans le shader. Bon, on va pas détailler ici tous les attributs que peut avoir un shader parce qu'il y en a des tas. La transparence, la translucence, la réflexion, la transmission, la diffusion. Mais, un objet 3D ne va pas toujours avoir le même effet partout. Et c'est là que les maps entrent en jeu. Donc pour simplifier, prenons un exemple simple. Un miroir sale. Eh bien ce miroir ne reflète pas partout de la même manière. Là où ça va être sale, ça va moins refléter. Et c'est donc dans une map qu'on va venir contrôler ça. Le textureur va donc venir faire d'abord la map de couleur de cet objet-là, mais il va aussi ensuite venir faire ce qu'on appelle une map de réflexion. Et cette map sera en noir et blanc. Plus ce sera noir, moins ça reflètera, plus ce sera blanc, plus ça reflètera. Bon là je te vois arriver, oui, et si ça réfléchit juste un peu, bah tu fais en niveau de gris. Plus tu tends vers le blanc et plus tu réfléchis, plus tu tends vers le noir et moins tu réfléchis. C'est pourtant pas dur, c'est simple. J'ai pris pour exemple la réflexion, mais ce genre de map est utilisé dans tous les attributs des shaders, que ce soit la transparence, la réflexion, la diffuse, etc. etc. Donc dans un shader, vous aurez des inputs, ou des entrées en fait si vous voulez, pour chaque propriété du shader, dans lequel vous allez venir brancher vos maps pour dire, ben voilà, l'objet à tel endroit il est brillant, à tel endroit il l'est pas, à tel endroit il a telle couleur, à tel endroit il n'a pas telle couleur, etc. etc. Alors il existe plusieurs manières de venir peindre ces maps pour le textureur. Les plus anciens connaîtront le formidable Photoshop qui a su faire ses preuves, hein, faut pas se mentir.
plutôt pas mal, mais il est un peu à l'ancienne. On est en 2019, et aujourd'hui on a des nouveaux logiciels vachement bien, comme Mari par exemple, qui permettent de venir peindre en direct son shader sur le personnage, de venir lui peindre les zones où il va refléter, où il va être transparent, lui peindre en direct la couleur, etc., etc. On peut peindre tous les attributs du shader directement dans ce logiciel-là et dans une vue 3D. Alors qu'il y a encore quelques années, on devait tout peindre dans Photoshop sur des planches d'UV et venir ensuite le replaquer sur le personnage pour voir ce que ça allait donner. Ah, du coup vous me dites, oui, du coup aujourd'hui on n'a plus besoin de planches d'UV, tout machin. Bah non, parce que les logiciels comme Mari par exemple, utilisent toujours les UV. En fait, ils ne font que créer une planche d'UV en direct et la réappliquer en direct sur le mesh, mais ça sort toujours des maps en 2D. Bon donc du coup à ce stade, on a un objet en 3D, modélisé, on lui a fait ses textures, ses maps et ses shaders, donc du coup il a quasiment son aspect final. Et ça bouge toujours pas. Bah du coup pour voir comment on fait bouger tout ce merdier, J'en parlerai dans le prochain film. Et donc voilà, c'était la première vidéo, la première partie sur les assets. J'espère que ça vous a plu, j'espère que c'était clair, c'était encore plus dense que la première vidéo. J'en suis désolé, on m'a déjà dit que mes vidéos étaient un peu rapides et compliquées. C'est pas ma faute si vous êtes con aussi. Et du coup, dans la prochaine vidéo, on va voir comment on vient attacher les mécanismes pour faire bouger cet asset. Et surtout, pense à mon petit like, là, juste là, clique là sur mon petit like. Ciao, ciao. Maman, tu continues à suivre, hein? Ah, celui-là, s'ils l'ont compris, je vais me couper un bras, quoi. Ils vont peut-être finir par comprendre que je dis que de la merde, hein. Et ma mère qui croit que je continue à bosser, quoi. 40 000 € d'études pour rien, quoi. Hashtag transpiration. Il est où mon PQ pour me branler, là? Je nous fais une Manuel Valls.